Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Après avoir consacré vos jeunes années à étudier les peintres et les écrivains d'hier et d'avant-hier, vous vous êtes plongé dans des recherches scientifiques, histoire de démontrer que vous êtes une romancière d'avenir dans tous les sens du terme. Bonjour Cléa Renucci. Bonjour Jacques. Alors, vous publiez votre deuxième roman, La Fabrique des souvenirs, chez Albin Michel. Le premier avait eu déjà beaucoup de succès, le second s'annonce bien, et c'est l'occasion de revenir sur votre parcours, qui est un parcours étonnant, d'une jeune romancière, mais pas seulement. Et on va le faire à travers des dates clés, comme tous les jours dans les clés d'une vie, d'accord ? Bien sûr. Alors, première date, 3 septembre 1998, vous êtes admise au lycée Henri IV, qui est l'un des lycées les plus prestigieux de France. Eh oui. Et ça, effectivement, c'est un privilège, parce que même quand on est jeune, on n'entre pas facilement dans ce lycée, Cléa Renucci. Absolument. C'est un privilège et c'est vrai que c'est un des premiers moments qui ont un peu transformé mon point de vue sur l'existence. D'abord, je suis rentré dans ce lycée qui est fascinant, quoi. Même si, à première vue pour moi, qui sortait d'un très joli lycée qui s'appelait Jean-Baptiste Say, dans le quartier d'Auteuil, où je connaissais tout le monde, où j'avais grandi, j'avais tous mes amis. Et en plus, il y a un très joli bâtiment du XVIIIe siècle, une folie du XVIIIe. Je suis arrivé à Henri IV, il pleuvait, le cloître était sinistre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Ça a l'air terrifiant. Et en fait, c'est pendant ces années... En fait, toute mon enfance, j'avais été préoccupée parce que j'avais une vie de famille un peu particulière et que la vie de famille de tous mes camarades me semblait très très simple et très organisée et rentrant parfaitement dans une norme. Et en arrivant à Henri IV, toutes ces normes ont éclaté. Et plus personne n'avait une famille normale, en fait. On était tous dans la même situation que la mienne. Et c'est en lisant Radiguet bien plus tard, Le Diable au corps, à la fin du Diable au corps, la dernière phrase, le narrateur dit mon fils allait donc, je venais de comprendre que mon fils allait mener une existence raisonnable. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'était ça mon problème. Et qu'est-ce que ça veut dire une existence raisonnable ? Et en fait, dans ma fabrique des souvenirs, je fais un lien comme ça. Enfin, j'ai un personnage qui s'appelle Rose et dont la quête permanente est d'arriver à cette normalité sans jamais y parvenir, parce que elle a été élevée dans une communauté à San Francisco dans les années 80, une communauté d'artistes complètement fous. Mais on y reviendra. On y reviendra, oui. On y reviendra sûrement. Et elle veut, être chanteuse à Broadway. Elle veut mener une existence. Alors, votre existence anormale, entre guillemets, c'est que vous êtes dans une famille où il y a les médias sont importants. Je crois que votre mère a travaillé bien avant tout le monde dans l'observation des médias. Absolument. France Renucci. Et votre beau-père a été votre père a été le premier historien de la Première Guerre mondiale. Ouais. C'était Pierre Miquel. Pierre Miquel, qui a ouvert la voie à des archives que personne ne connaissait, qui n'intéressaient personne à l'époque. Un vrai historien d'archives. Voilà. Et un homme de radio aussi. Et un homme de radio aussi, qui a été un pionnier de la radio, des grandes émissions d'histoire. Alors, vous entrez au lycée Henri IV, et le lycée Henri IV, il faut savoir que non seulement c'est sérieux, mais que c'est l'un des lieux favoris des réalisateurs de cinéma, par exemple Claude Pinoteau. Et une vingtaine de films ont été tournés à Henri IV depuis les années 50. Il y a eu La Boum 2, Le Cercle Rouge, Monsieur Klein et Jeune et Jolie de François Ozon, dont l'héroïne est une élève. Vous saviez, on se rend compte au cinéma que c'est un lycée aussi prestigieux. Absolument. La Boum, ça vous a marqué. Le meilleur des films, absolument. Oui, je ne pouvais pas monter dans cet escalier sans penser à Sophie Marceau. Oui, ouais. Et pourtant, c'était mon escalier pendant 8 ans. Oui, mais 8 ans de travail forcené, parce que finalement... 8 ans de travail forcené, de découverte littéraire. J'ai encore... ça s'est vraiment ancré dans ma mémoire, tous ces souvenirs d'Henri IV, parce que je me souviens de ma première découverte de Balzac, c'était en 4e, mais comme j'étais dans une classe sérieuse, tout le monde écoutait avec attention la prof, et la professeure, et tout le monde découvrait Balzac en même temps que cette professeure nous l'enseignait. La découverte de Proust en classe de première avec l'inénarrable Madame Morel, que je crois que Raphaël Antoven a eu aussi, je l'ai entendu en parler dans une émission de radio, mais
qui fait aimer Proust à des générations d'élèves depuis des dizaines d'années, parce qu'elle mime Proust. Elle avait un amphithéâtre, parce que c'était une salle en amphi, devant elle, d'élèves de première qui hurlaient de rire. Elle faisait des pantomimes du rire de Madame Verdurin, de la rencontre de Charlus et Morel. Et donc, on apprend à aimer la littérature, on apprend à aimer l'histoire, parce que j'ai des souvenirs aussi en Hippocagne, avec Monsieur Coquart, un professeur aussi, qui enseigne encore à Henri IV, on devait rendre nos copies. On avait évidemment des dissertations en 5 heures, comme pour se préparer au concours. On était dans la salle des Génovais fins. Il faisait un froid de gueux, parce qu'à Henri IV, il n'y a pas de chauffage, et que ceux qui pensent à prendre leurs gants sont ceux qui font les meilleures dissertations, parce qu'ils ont les doigts moins gelés que les autres. Et Coquart, à la fin, arrivait et chantait l'Internationale pour nous déconcentrer et nous forcer à rendre les copies. Enfin, c'est que des histoires ahurissantes et en même temps géniales qui nous apprennent à travailler. Oui, et justement, c'est une forme d'enseignement qui a peut-être disparu en France aujourd'hui. On s'interroge là-dessus sur l'éducation nationale. On peut s'interroger. Alors, il se trouve aussi que c'est votre voie à l'époque, votre passion, vous conduit normalement à l'enseignement. Si vous faites Hippocagne, c'est pour devenir enseignante, oui. Claire Riucci. Non, alors, honnêtement, je n'avais pas d'idée précise, à part celle d'écrire. C'est-à-dire que je n'ai pas fait une seule de mes dissertations d'Hippocagne sans penser qu'un jour, je pensais que je serais critique littéraire. Et d'ailleurs, mon professeur de l'époque, Monsieur Pasquet, s'était un peu moqué de moi dans mes copies. Il aimait bien faire des petites corrections et annoter toutes les copies des étudiants. Et je reliais toutes mes introductions aux conclusions précédentes de la dissertation. Et il avait noté, comptez-vous publier vos dissertations en maroquin doré comme ça. Et je crois bien que la réponse était oui. Donc je pensais pas à un métier, je pensais à l'écriture. Depuis toujours. Ah oui, depuis toujours, vraiment. Sans oser l'admettre, hein, évidemment. J'avais été très surprise quand ensuite j'étais au CELSA et que j'étais dans la classe de Nora Hamzaoui, qu'on connaît tous maintenant parce qu'elle est humoriste. Et je l'avais vue face aux enseignants du CELSA qui nous demandaient ce qu'on voulait faire plus tard, répondre « je veux être comédienne ». Je m'étais dit « mais comment est-ce qu'elle ose dire « je veux être comédienne » ?» Et j'aurais pu dire « je veux être écrivain », mais je n'aurais jamais osé. Alors, en revanche, je devais oser, Claire Riucci, faire un voyage mythique via Erasmus. Ça, c'était un très très bon souvenir. C'est ma meilleure amie qui avait été admise à Berlin pour faire, elle, sa fac de droit. Et moi, je venais de finir Mécagne, je n'avais pas été reçu à l'école normale, ce à quoi je m'attendais, et je ne savais pas quoi faire. Soit j'allais en fac de lettres, soit je trouvais autre chose. Et quand elle m'a parlé de Berlin, 2 jours plus tard, j'ai donné mon dossier, et Paris était en évanescence à ce moment-là, puisque c'était le moment des manifestations contre la loi de Villepin, je crois, contre le CPE. Donc Paris brûlait réellement, le boulevard Saint-Michel, il y avait des voitures en feu, les puffs brûlaient, et c'est ce jour-là que je suis allé amener mon dossier à la Sorbonne. J'ai passé tous les quarts de CRS, j'avais même pas de carte d'étudiant à l'époque, donc je ne sais pas comment ils m'ont laissé rentrer, ils ont vu que j'étais obstiné, et j'ai réussi à partir en Erasmus à Berlin, où j'ai vécu une année évidemment formidable. J'étais à la Freie Universität à Berlin, où j'ai pris des cours de rhétorique en allemand, d'Ekphrasis. L'Ekphrasis, c'est la description d'œuvres d'art. Bon, enfin, des choses formidables. Et au milieu de cette année d'Erasmus, on est parti avec cet ami faire un voyage où on a parcouru un tiers de la planète en train. Donc, question voyage initiatique, celui-ci a été pas mal. Il faut savoir qu'Erasmus, c'est un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités, donc tout est possible. Mais effectivement, ce voyage que vous avez entrepris, c'est par le transsibérien qui vous a conduit à Pékin, à Lhasa, à Katmandou. Mais pourquoi ce voyage au départ, Claire ? Eh bien, parce que il y avait une carte du monde dans ma chambre, dans la chambre qu'on avait, dans l'appartement qu'on avait loué en colocation, et on la regardait comme ça régulièrement. Et on avait deux mois d'interruption de cours entre les 2 semestres en Allemagne. Nos parents nous conseillaient de faire un stage, on cherchait vaguement. Et puis un jour, on s'est dit, non mais tiens, regarde, si... On pensait passer par les pays en ce temps, puis finalement on a vu que le transsibérien allait jusqu'en Mongolie. Et puis on a mis comme ça des repères sur la carte, et je me souviens que j'appelais ma mère en lui disant c'est bon, mes billets de retour sont pris, je reviens de Katmandou tel jour.
Et sinon, rien. On n'avait rien préparé. C'était vraiment un voyage d'une liberté folle que je pense aujourd'hui les gens de 20 ans peuvent continuer à faire, mais que je n'oserais plus imaginer. Oui. On est parti de Moscou sans avoir réservé quoi que ce soit, pas un hôtel, pas un billet de train, rien. Juste, on savait qu'on avait des amis qui allaient nous rejoindre à Pékin, à Katmandou, à Lhasa. Donc il fallait qu'on soit à telle date dans tel pays. Et on est parti en train. On a tout fait en train de Moscou à Saint-Pétersbourg, en passant par Irkoutsk, au milieu de la Sibérie. On est resté 3 jours là-bas sur le lac Baïkal. On a fait du stop. Un monsieur nous a pris en stop donc, dans sa camionnette où il y avait une grosse hache. Il nous parlait que russe, évidemment. On s'est regardé avec ma copine. On s'est demandé si on était en train de faire une erreur. Puis évidemment, non. Tout se passe toujours très bien. Et on est arrivé. On a traversé la Mongolie. On a dormi dans des yourtes en plein hiver. On était les seuls touristes. Je n'ai pas vu un seul autre touriste, ni dans le transsibérien, ni pendant tout ce voyage. Dans le transsibérien, on a rencontré des Russes qui nous ont donné des pommes parce qu'on avait oublié d'acheter à manger. Donc on n'avait pas grand-chose à manger. Et il y avait des babouchkas, heureusement, à chaque arrêt qui donnaient des salades de pommes de terre. Et notre ouzbek qui nous donnait une pomme qu'on se partageait dans le train en lisant des auteurs russes. Et enfin voilà, c'était absolument formidable. Et on est arrivé jusqu'à Pékin. Là, on a pris encore un autre train, le train le plus haut du monde. Et en fait, en le prenant, où il y a des trucs pour aider à respirer, en le prenant, on s'est rendu compte que c'était l'horrible train chinois d'invasion du Tibet. Et on est arrivé au Tibet comme ça. Où il y avait, c'était la sérénité parfaite, les moines partout dans les rues, des yaks. Et ensuite, on a pris un 4x4 et on a traversé la chaîne de l'Himalaya. On a dormi au camp de base de l'Everest, où je me souviens avoir envoyé un texto à ma mère en écrivant « On est au camp de base de l'Everest et ça capte oui. ». Puis on est redescendu à Katmandou. Et en fait, tout ce voyage a été vraiment un voyage initiatique, bien sûr, mais en plus, ça a été un moment d'écriture intense. Puisque pendant toute cette année à Berlin, avec ma mère, on avait décidé de ne pas se téléphoner et de ne faire que s'envoyer des mails. Donc on correspondait à l'ancienne, comme Madame de Savigny et sa fille. On s'écrivait un mail par jour. Elle-même était en train de vivre des aventures assez fascinantes, puisque la Sorbonne d'Abu Dhabi était en train d'ouvrir et elle allait y enseigner. Moi, j'étais à Berlin et puis dans mes pérégrinations. Donc, on a comme ça une année d'instantané de 2006 à 2007 de correspondance. Et avec cette amie, Christina, on a écrit à 4 mains le récit de notre voyage au fur et à mesure des étapes. Alors, il se trouve aussi que Katmandou, bon, c'est un lieu de spiritualité, mais là, il y a tellement de monde et de pollution que les scooters circulent au milieu des vaches. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le transsibérien, parce qu'on a un peu oublié, ça a été voulu dès 1891 par les tsars pour relier les confins de leur empire de l'ouest à l'est. Ah oui. Mais c'est dangereux pour une jeune fille et même sa copine de faire ce voyage. Mais on était seuls en plus, avec que des Russes. Voilà. Mais j'ai un souvenir. On parlait en français, oui. Ils nous répondaient en russe. Oui. Ça, on avait compris que l'anglais, ça ne fonctionnerait pas. C'était drôle puisque les Russes, ils avaient nos âges, hein, donc on a joué aux cartes, on s'est amusé. Enfin, ça dure très longtemps ce train, donc ça dure 5 jours et 5 nuits qu'on passe ensemble. On allait fumer des cigarettes entre les wagons et sinon, donc on parlait peu, mais on échangeait. Et il connaissait toutes les musiques américaines modernes, mais il connaissait pas les Rolling Stones. C'était très étonnant, il y avait quelque chose qui n'était pas passé. De la modernité, oui, mais du passé, non. Et j'ai un souvenir sublime d'une femme dans le transsibérien, parce qu'il y avait quand même un wagon-restaurant qui n'était pas très bon, c'est pour ça qu'on n'y allait pas. Mais elle était enceinte, elle regardait le paysage, il y avait un rayon de soleil sur son visage, et j'imaginais qu'elle allait retrouver son amoureux au fin fond de la Sibérie. Et je garde encore cette image d'une poésie assez magique. Et c'est peut-être la base de votre écriture, mais il y a eu aussi d'autres choses. On va en parler à travers une autre date, le 18 janvier 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Clélia Renucci. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Clélia Renucci. Vous publiez La Fabrique des souvenirs chez Albin Michel, on va en reparler tout à l'heure. Mais il y a une date importante, c'est le 18 janvier 2010. C'est la sortie d'une pub, écoutez-la. La pub Citroën 2010, la gendarmette qui est aujourd'hui sur YouTube. Et la pub Citroën, finalement, ça a été votre vie. Alors, quand vous imaginez enseignante après la Sorbonne et ce voyage, vous tombez dans la pub Citroën, Clélia Renucci. Je tombe dans la publicité. après avoir fait le CELSA, donc un marketing de stratégie
et de communication. Tous ces mots me heurtaient les oreilles, mais je trouvais ça amusant d'aller essayer autre chose. Et j'aurais pu faire un Master 2, mais voilà, je suis rentré au CELSA et j'étais vraiment... Le CELSA, c'est une école? Une école de publicité ou de journalisme aussi, voilà. Mais moi j'ai fait le Master de publicité. Comme ça, pour le plaisir? Un peu par hasard, oui. Ouais. Très honnêtement, un peu par hasard. Et là, j'ai rencontré... Avant de rentrer dans la publicité, j'ai rencontré une des amies qui est encore évidemment mon amie et qui est devenue elle aussi, qui était littéraire et qui est redevenue littéraire parce qu'elle est critique littéraire sur Instagram entre autres, mais elle est en train de faire des critiques aussi pour des journaux, Mélanie. Et on s'est retrouvés là-dedans dans ce milieu qui, moi, me paraissait totalement hostile, c'est-à-dire en tout cas tout à fait étranger, et on s'est retrouvés en se parlant de Proust et d'Apollinaire. Elle m'a ouvert tout un monde parce que elle connaissait très bien les surréalistes, Soupeau, Breton. Moi, j'étais Victor Hugo, Stendhal, Balzac, mais on s'est retrouvés dans Proust et on a créé le club du zeugmatisme. Le zeugmatisme, à notre époque, vous savez, c'est cette figure de rhétorique. Elle était très forte en figure de rhétorique, Mélanie. Et la figure de rhétorique du zeugma, c'est d'allier une chose et son contraire dans une même phrase. Donc, il prit la porte et son chapeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Donc 2 choses contradictoires. Et on trouvait que notre vie était bien contradictoire entre la publicité et la littérature. Et je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais en tout cas, ça m'a mené à la publicité. Et oui, j'ai l'impression que ma vie est zeugmatique. C'est-à-dire que j'alterne entre les deux. Même le premier essai que j'ai publié, ça s'appelait Les Cougars dans la littérature. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais la pub, c'est étonnant parce que bon, vous faites des hautes études, vous parlez de Proust, vous faites transsibérien. Et cette pub qu'on a entendue, c'était la gendarmette. C'est une pub qui rappelle une scène de La Grande Vadrouille. Et la gendarmette, c'est De Funès avec le gendarme et les gendarmettes. D'ailleurs, au départ, ça devait être un film où De Funès devait rencontrer les extraterrestres. Ça s'est passé et c'est devenu Le Gendarme et les Gendarmettes. Donc, vous débarquez dans un univers de pub. Je débarque chez Gilbert Cher, à l'agence H du groupe Havas, et il me prend sous son aile. C'était un grand directeur de création et on a fait plein de publicités pour Citroën, pour Kaufmann & Broad, vous savez, ces maisons construites je ne sais où, pour Gann, les assurances, et aussi mon grand motif de fierté avec Éric Galmard, qui est aussi un grand directeur de création. On a fait la pub Chris, pour les lunettes Chris, celle qui a été quand même reprise par les guignols de l'info à l'époque. Oui. C'était la pub Chris, vous allez vous aimer. Avant, j'étais ronde, moche, blonde, etc. Mais ça, c'était avant. Et voilà, j'ai participé à la création de ces publicités avec Éric Galmard et Johanna, ma directrice artistique de l'époque. Et là, j'ai vécu un vrai moment de publicité parce qu'on est allé en tournage, on a fait des films, on a fait des shootings, et j'ai adoré ce moment. Mais hélas, il y a eu un été un peu moins prolifique dans l'agence où j'avais pas grand-chose à faire, et Le Monde a eu la mauvaise idée de republier l'intégralité de la comédie humaine de Balzac. Je m'y suis replongé et je suis retombé dans la littérature. Voilà, parce que finalement, la pub, bon, ce sont des slogans, mais c'est un travail presque littéraire. C'est très littéraire et très très difficile. Hein. J'ai trouvé ça extrêmement compliqué. Il faut trouver le mot qu'il faut. Oui, il faut trouver le bon mot, il faut trouver le bon insight, il faut trouver le bon paradoxe, il faut trouver la bonne phrase, celle qui fera rire et qui en même temps sera claire. Et d'ailleurs, la plupart des créatifs, faire de belles études poussées n'est pas du tout nécessaire pour devenir créatif. Il faut être intuitif. C'est un métier d'intuition. Moi, j'ai connu une époque où il y avait, dans des agences de publicité, où il suffisait de mettre un papier sur la table, d'accrocher son blouson porte-manteau et d'aller au cinéma et personne ne vous contrôlait. Ah oui, non, mais ça, c'était pareil. Hein. C'était pareil. Oui, ça n'a pas changé. Mais les garçons passaient leur temps à jouer à des jeux vidéo, oui, ou au baby-foot. Il y avait des transats devant chez Havas pour bronzer. On est très libre quand on est créatif, mais on peut rester des nuits entières à imaginer des publicités, à essayer de faire et refaire parce que tel client demande d'autres versions. Donc c'est un métier qui n'est pas du tout contraignant et qui est très très amusant. Oui, mais en même temps, quand on a fait de hautes études comme Hippocagne, oui, j'étais pas dans le bon milieu en fait. Voilà. Ça marchait pas. D'ailleurs, quand je suis parti, Gilbert Cher, le patron de l'agence, m'a béni de retourner à Balzac parce qu'il trouvait vraiment que je m'étais un peu égaré dans la publicité. C'est-à-dire que vous faites le concours de l'enseignement pour devenir professeur de lettres modernes. Ensuite, vous revenez dans votre univers, Claire Rinucci. Oui, absolument. Et pourquoi
Mais je vous dis, c'est toujours un peu le hasard, mais c'est en relisant Balzac. Et d'ailleurs, c'est en relisant Balzac que j'ai eu l'idée du premier essai ensuite que j'ai publié. Mais oui, j'ai enseigné pendant 5 ans dans des collèges, dans des lycées. J'ai eu la chance aussi d'être chargé de cours à Paris 4, à la Sorbonne en lettres modernes, pendant un semestre, où j'ai fait lire Vos aventuriers de la radio aux étudiants qui ont adoré, mais c'était au programme. Et ben, voilà, l'enseignement, j'adore ça aussi. J'ai dû, hélas, là, mettre ça en pause quand nous sommes partis, mon mari, mes enfants et moi, à New York, nous expatrier. On va en parler, mais surtout mais j'ai beaucoup aimé. Oui, mais alors justement, quand on part vous avez peut-être perdu des années avec la pub, non, avant d'aller vers l'enseignement. Ou ça vous a encore donné une autre formation? Non, ça m'a donné une autre formation, ça m'a donné plus de recul, je pense, plus de distance et beaucoup d'amusement et de joie. Donc je suis vraiment très très contente d'être passée par cette case publicité pour m'ouvrir l'esprit et ne pas rester que dans le passéisme classique, en fait. Et vos 2 premiers livres, Cléa Rinucci, si je me suis bien renseigné, c'est 2 livres scolaires, une interro surprise pour les brevets de français 3e et objectif mention très bien français 3e. Oui, ça c'est Manon Savoie chez Ellipse qui m'avait proposé de faire ça. Et je l'ai fait avec là aussi, je me suis bien amusé. Je leur avais... on était extrêmement early adopteur, comme on dit dans la publicité. Ça veut dire quoi, ça? En avance. Oui. Et on était early adopteur parce que on avait fait des dictées en QR code. Aujourd'hui, le QR code a repris du galon. Vous savez, ce truc qui nous permet de passer sanitairement dans tous les endroits. Voilà. Non, c'est une anecdote, mais... Non, mais ça se passait comment? Racontez-moi. Ben, j'avais lu les dictées, comme ça, les élèves qui achetaient ce livre pour préparer leur brevet pouvaient faire la dictée en m'entendant sur le QR code. Voilà, grâce au QR code. Ça, c'était une première aussi. Ouais, c'était une première. Donc Ellipse était super content. et les manuels de français, justement, vous les avez connus, ils ont évolué au fil des décennies. Quand on fait apprendre le français à des élèves, il faut toujours avoir les manuels traditionnels, comme le Lagarde et Michard, qui, je crois, s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Ah, le Lagarde et Michard, quel bonheur. Hélas, on l'utilise plus. On les utilise plus dans les établissements, mais il y avait toujours le Becherel quand même. Hein. Oui, mais Lagarde et Michard, ça a démarré les années 50. C'était 2 enseignants qui ont fait, je crois, 6 volumes qui sont devenus des classiques. Vous avez été formé à... J'ai été formé au Lagarde et Michard, voilà. Ça c'est certain, parce que quand je faisais mes dissertations à l'époque, il n'y avait pas encore Internet aussi facilement. Et je me demande encore comment on arrivait tous à rédiger des dissertations aussi savantes sans Google. Et donc c'est bien parce qu'on avait nos Lagarde et Michard. Alors, tout ça vous a mené à la littérature, mais au départ, c'est ce que vous pensiez finalement écrire des romans ou pas du tout quand vous avez fait la pub et l'enseignement, ou c'était vraiment... J'avais toujours envie d'écrire depuis... je crois que mes notes, vous savez, on a une application notes sur notre téléphone. J'ai une note idée article livre qui date de 2005. Je pense que j'ai commencé à la faire en 2005. Donc, mais c'est vrai que j'imaginais quand je travaillais dans la pub, j'imaginais travailler dans la pub. Mais ensuite, j'ai imaginé d'abord écrire soit des articles, soit des essais. Et je n'aurais pas osé écrire des romans. Oui, mais en même temps, la pub, c'est un univers au départ masculin. Les femmes qui créent n'étaient pas si nombreuses quand vous y êtes arrivé, Cléa Rinucci. Non, moi aussi, ça commençait à se transformer. Les directeurs de création, en revanche, étaient bien masculins. Voilà. En effet, c'est un univers masculin, mais l'édition est un univers masculin aussi. L'enseignement, en revanche, est un univers très féminin. Ah bon? Ah bah oui. Dans tous les établissements dans lesquels j'étais, on n'était quasiment que des femmes profs de français. Et vous êtes une de celles qui prône, mais avec beaucoup d'attention, le féminisme, mais le féminisme authentique, pas les grandes manifestations. C'est quelque chose d'important pour vous. Ah oui, le féminisme est très important pour moi. Et les figures de femmes dans mes 3 livres, enfin surtout dans le premier et dans le 3e, sont des figures de femmes fortes et libres et déterminées, qui savent ce qu'elles veulent et qui essayent de sortir de leur carcan dans lesquels on les enferme. Oui, et ça, c'est une notion nouvelle aussi. On a un peu exagéré dans certains domaines, c'est une notion nouvelle dans ce féminisme. Ce féminisme-là? Oui. Ouais, je pense que vous défendez. Celui que je défends, c'est un féminisme
Non, je sais pas. C'est un féminisme littéraire en tout cas. C'est un féminisme qui passe par les grandes héroïnes. Moi, ma vie, elle n'est faite que d'héroïnes de littérature. Donc, je n'arrive à penser que par elles. Mais quand je pense à George Sand, quand je pense à Colette, j'ai l'impression que le féminisme est d'abord une question de mentalité et d'état d'esprit, quoi. Et que il se poursuit et se recrée et se transforme. Et voilà. En défendant une telle culture, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être hors du temps aujourd'hui quand on voit ce qui se passe où malgré l'éducation nationale, certains prônent l'inculture? Est-ce que vous ne trouvez pas ça dangereux? De prôner l'inculture? Non, de ceux qui prônent l'inculture. Oui, si, ça me paraît extrêmement dangereux. Mais moi, j'étais très rassuré quand j'enseignais, parce que c'est cette école unique, qui a des défauts évidemment, mais permet quand même à tous les élèves de 4e de France, quel que soit l'établissement, d'apprendre Les Misérables de Victor Hugo. À tous les élèves de 5e, de lire Les Fourberies de Scapin de Molière. Et en fait, on a quand même tous, grâce à ça, le même background. Certains, évidemment... ça leur passe à côté, mais dans les bons établissements comme dans les mauvais. Mais en revanche, il y a plein d'élèves que ça sauve. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu pendant les 4 années pendant lesquelles j'ai enseigné. Je suis allé loin dans des ZEP. Et même dans les ZEP, il y avait toujours 2 ou 3 élèves, filles ou garçons, qui venaient à la fin du cours et qui me demandaient des livres à lire. Donc, bien sûr que non, il faut surtout pas prôner l'inculture. Et la culture est une part inhérente de notre vie et, me semble-t-il, nous aide à réfléchir et à progresser et à se comprendre et à se connaître et à partager et à s'émouvoir, etc. Donc, la culture est nécessaire, mais j'ai l'impression qu'elle fait quand même vraiment partie de nos vies. Regardez, pendant le confinement, ce qui nous a manqué le plus à tous, c'était la culture. Enfin, ce qu'on voyait partout aux journaux télévisés, c'était cette absence de culture qui nous choquait tous. Les librairies ont rouvert, la France allait mieux et respirait. Donc, je sais bien qu'il y a ce sentiment d'inculture qui est réel, il ne faut pas le nier. Et pourtant, il me semble que chacun a quand même envie d'apprendre et de savoir. Et vous avez toujours envie d'apprendre en permanence? Oui, et chaque livre me permet d'apprendre encore un peu plus. Ça y est, j'ai trouvé la bonne solution. Nous, on va en apprendre encore un peu plus sur vous dans quelques instants à travers une autre date, le 2 septembre 2015. A tout de suite sur Sud Radio avec Clélia Renucci. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Clélia Renucci. La fabrique des souvenirs chez Albin Michel, on en parle tout à l'heure. Mais on revient au 2 septembre 2015, qui sont vos vrais débuts d'auteur, avec un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelle « Libre d'aimer les cougars ». Oui. Et ça, à l'époque, c'était un phénomène nouveau. Ah oui. Ça, les cougars, c'était un phénomène nouveau. Et c'est grâce à mes années de publicité que j'ai eu cette idée. Puisque quand je travaillais dans la publicité et que je m'intéressais donc essentiellement au monde qui nous entourait, Madonna s'affichait avec ses Toy Boys, comme on les appelait à l'époque. Demi Moore était avec Ashton Kutcher, qui avait 20 ans de moins qu'elle. Madonna, donc ses Toy Boys, avait 20 ans de moins qu'elle aussi. Elle était sur des bateaux. Et c'est en voyant cette image et en connaissant mes auteurs, je me suis dit, mais en fait, la littérature classique du 19e, mais même du 18e siècle, mais même du 20e siècle, en réfléchissant, est rempli de ce type de relation qui, évidemment, n'était pas encore nommé sous le nom de cougar, mais les femmes âgées et les hommes plus jeunes ont toujours été attirés l'un par l'autre. Et d'ailleurs, je citais Balzac, il n'y a que le dernier amour d'une femme qui puisse faire le premier plaisir d'un homme, ou quelque chose comme ça, mais c'est dans La femme de 30 ans. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser à ces cougars dans la littérature, uniquement dans la littérature, à travers les héroïnes, non pas à travers la vie des auteurs, puisqu'on sait que Flaubert était amoureux d'une femme beaucoup plus âgée que lui, Balzac était amoureux d'une femme beaucoup plus âgée que lui aussi, mais c'est pas ça qui m'intéressait, c'était pas la vie privée de ces auteurs, mais c'était leur vie fantasmée, celle qu'ils mettent dans leurs romans. Et là, je me suis beaucoup amusé à faire de la... je sais plus comment on appelle ça, mais de la vulgarisation, quoi. De la vulgarisation littéraire. Je me suis replongé dans tous les textes, j'en ai découvert certains. J'ai découvert un Alphonse Daudet bien loin des lettres de Montmoulin qu'on apprend à l'école primaire. Ah bon? Dans Sappho. Ah, je vous le conseille. Sappho est un excellent roman de Daudet où un petit jeune homme niais, déniaisé par une femme plus âgée, une cocotte, se fait complètement rouler dans la farine par la parisienne, alors que lui vient de province. Enfin,
c'est un roman extrêmement amusant. Il y a un moment, notamment une scène où il habite rue Jacob au 6e étage, donc une chambre d'étudiant, et elle se laisse porter par lui dans l'escalier. Et au 1er étage, il se sent un héros, un homme fort qui porte sa dulcinée. Au 4e étage, il a l'impression d'être un réparateur de piano qui souffle comme une bête de Somme. Voilà, bon, entre autres, l'humour de Daudet. Voilà. Balzac, vous avez fait une thèse sur lui d'ailleurs. J'ai commencé une thèse sur lui, mais avec Pierre Bayard. Donc ça, c'était ce qui me réjouissait le plus dans le fait d'écrire cette thèse. Ça aurait été une thèse si je l'avais finie, je veux dire. Pourquoi elle n'avait pas fini? Bon, non, je serais comme Jean d'Ormesson. Je me réveillerais parfois la nuit en me disant « Clélia, tu n'as pas fait ta thèse ». Mais pourquoi faire une thèse sur Balzac? C'était un personnage étonnant. Il buvait, je crois, 50 cafés par jour. Oui. Il était ruiné en permanence, fuyait ses créanciers, quittait Paris pour y échapper. Et il a fait, je crois, 91 romans. Exactement. Voilà. 91 romans, bravo. 8 tomes de Pléiade, voilà, que j'ai intégralement lu, fiché et analysé. Et hélas, je n'ai pas fait le travail final. Mais je crois que le projet m'amusait encore plus que... C'était un projet titanesque et j'aime bien ça. Il s'agissait donc de lire l'intégralité de la comédie humaine pour trouver dans la comédie humaine tous les personnages qui lisent et pour savoir quel était leur destin. Et en fait, je suis pas statisticienne, mais j'aime bien les statistiques. Et ce qui m'amusait, c'était de savoir si les lecteurs bruns mouraient plus vite que les lecteurs blonds. Enfin, j'avais des préoccupations qui n'étaient finalement pas très intéressantes pour résoudre mon sujet de thèse, mais qui, moi, m'ont passionné pendant 1 an ou 2 et qui amusaient pas mal Pierre Bayard. Pierre Bayard qui était ? Pierre Bayard, le grand essayiste, celui qui a écrit Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, publiés aux éditions de Minuit, entre autres, et qui est le roi du paradoxe. Donc, travailler avec Pierre Bayard, ça a été un enchantement. Voilà, malheureusement, beaucoup de gens ne le connaissent pas, c'est pour ça que je vous demande ces précisions. Excusez-moi. Alors, il se trouve aussi que ces cougars, c'est un phénomène dont on parle depuis quelques années. Le cougar, au départ, c'est un puma. Et il paraît que le terme de cougar pour les femmes est né de l'équipe de hockey sur glace canadienne des Canucks de Vancouver, dans les années 80. Ça désignait les femmes plus âgées que les joueurs qui s'intéressaient à eux. Oh. Ça vient du Canada. Ça vient du Canada. Voilà. Ouais. Et les cougars, c'est un phénomène aujourd'hui courant. Et qu'est-ce qui vous a touché au départ pour écrire cet essai, en dehors de la connaissance du sujet? Ce qui m'a touché, c'est ces relations amoureuses. Comme dans La Fabrique des souvenirs, ces amours qui apparaissent comme impossibles, impossibles à cause de la différence d'âge, impossibles à cause de la différence sociale. Souvent, ces femmes, parce que parfois, au 19e siècle, c'est pas tant la différence d'âge que justement la différence du statut social. Ces femmes sont mariées, ont des enfants, ces jeunes gens ne le sont pas encore. Et leur père, à l'époque, considérait très bien le fait que leur fils soit déniaisé par une femme plus âgée, ça lui apprendrait bien la vie et il n'aurait pas à l'épouser, etc. Et en fait, c'est cette dichotomie des sentiments amoureux, du sentiment amoureux qui m'a intéressé, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ces femmes qui sont, dans le mot cougar, présentées comme des prédatrices, comme des femmes qui sautent sur les hommes plus jeunes, ne le sont pas me semble-t-il, ne le sont pas nécessairement. Elles se laissent souvent séduire, souvent elles ont peur, elles n'ont pas nécessairement envie de se lancer dans ce type de relation ni de tomber amoureuse d'un jeune Rastignac, quoi. Et elles se laissent faire, et là souvent pour leur plus grand malheur. Oui, mais là aussi, c'est un phénomène dont on parle aujourd'hui. Vous avez été la pionnière, c'est-à-dire qu'à l'époque, personne n'en parlait. C'était même mal vu. On s'en moquait. Et M. Macron et Brigitte Macron n'étaient pas encore au pouvoir. Voilà. Ça aussi, ça a changé la donne. Ça a changé la donne, bien sûr. Et depuis, je suis devenu spécialiste S-Cougar quand j'ai été interviewé par le Figaro littéraire pour parler du type de cougar que pourrait être Madame Macron, que j'ai considérée comme une pygmalionne. Oui. Mais celle qui apprend la vie, d'autant qu'elle était sa professeure. Mais oui, c'est un phénomène nouveau qui pourtant n'a pas d'âge. Ce qu'il y a de nouveau et blessant, c'est à la fois ce terme et la signification qu'il prend.
Voilà, je n'avais pas envie dans ce livre de rentrer dans quand un homme plus vieux sort avec une femme plus jeune, on dit que c'est un don Juan, etc. Mais c'est vrai, c'est bien la réalité, c'est navrant. Et j'espère que ça va changer, je pense. C'est en train de changer déjà. L'exemple le plus frappant de la cougar, c'est Elizabeth Taylor, qui parmi ses maris a eu un monsieur qui avait 30 ans de moins, qui était conducteur de bennes sur les chantiers. Et le matin, elle lui préparait sa gamelle pour aller au chantier. Et le soir, il rentrait à Hollywood. Vous savez tout, Jacques Baptiste, j'adore. Et puis, il y a un film qui vous a marqué, notamment dans vos recherches sur les cougars. Le journal de Bridget Jones, vous citez donc Helen Fielding. On a oublié que c'est l'auteur du roman. Et là aussi, c'est une clé de cet univers. Oui, il y a bien des cougars dans Bridget Jones aussi. Ça m'amusait d'aller jusque-là. Et effectivement, ce film a été une révolution. Et le fait qu'il y ait des cougars a peut-être été à l'origine de ce film. Vous avez raison, mais bien sûr, vous avez raison. Absolument. Alors, à l'époque, vous débutez et vous publiez un roman qui s'appelle Le Concours pour le paradis, qui est votre premier roman. Un roman qui se passe au Palais des Doges à Venise en 1577. Alors, on oublie que le Doge de Venise, il a un mandat à vie, qu'il est vieux, qu'il n'a pas le droit de sortir de son palais, qu'il n'a pas le droit d'aller au théâtre. Et ce sujet, cet univers vous a fasciné. Et là aussi, on est très, très loin des cougars ou de Balzac. Ah oui, là, on est parfaitement loin des cougars ou de Balzac. C'est vrai que c'est donc, j'avais publié cet essai. Mon éditrice, Caroline Marson, ensuite m'a demandé si je me sentais apte à écrire un roman, parce qu'elle trouvait que éventuellement ma plume enfin que je pourrais le faire. Oui, vous en rêviez depuis l'enfance. J'en rêvais depuis l'enfance. Et bien sûr, dans cette note, j'avais des idées de romans. Je lui en ai suggéré 2, Le Concours pour le paradis et La Fabrique des souvenirs, qui étaient déjà là aussi. Elle m'a conseillé de commencer par Le Concours pour le paradis, parce qu'il y avait plein de recherches, et que je pouvais m'appuyer sur des faits historiques, donc ça ressemblait plutôt à ce que je savais faire. Et je l'en remercie, parce que... et cette idée, elle est née en fait d'un voyage à Venise, où je suis allé avec mon amoureux, et où on a visité le Palais des Doges, et à la fin de la visite, on se retrouve devant une toile immense, très mal éclairée, avec plein de personnages, plein de personnages, dans la grande salle, dans la salle du Grand Conseil, qui elle-même est monumentale. Je me suis approché, la toile fait 22 mètres sur 7. Encore aujourd'hui, c'est la plus grande toile peinte à l'huile au monde. Et j'ai vu un panneau avec écrit Concours pour le paradis et une flèche. Comme vous l'avez compris, j'ai passé quelques concours dans ma vie, donc je me suis dit peut-être que celui-là, je vais le réussir. Le Concours pour le paradis. J'ai suivi cela comme une blague. Je suis arrivé dans la pièce où j'ai vu toutes les esquisses de ces peintres vénitiens, Véronèse, Tintoret, qui suivaient juste le Titien qui venait de mourir à Venise, et à qui on avait demandé, le Doge de l'époque avait demandé de représenter le paradis pour lui, puisque le Palais des Doges venait de brûler. On est vraiment dans la même situation que lorsque Notre-Dame a désespérément brûlé il y a quelques années, et que M. Macron a lancé un concours d'architecture. Et les questions qui se posent sont exactement les mêmes. Est-ce qu'on refait à l'identique, ou est-ce qu'on change au XVIe siècle, comme aujourd'hui ? Et en l'occurrence, ils ont laissé les peintres assez libres. Et donc, je raconte cette fantastique histoire en rentrant. C'était merveilleux, ce travail, puisque je suis rentré dans l'atelier des peintres. J'ai découvert ce que voulait dire être peintre à Venise au XVIe siècle. C'était en fait une entreprise familiale. Le Tintoret, qui est le peintre de Venise, quand on va à Venise, il y a des toiles de Tintoret partout. Le Tintoret, il travaillait avec ses fils dans son atelier. C'était vraiment une entreprise familiale. Véronèse, pareil, travaillait avec son frère, et donc tous ces personnages interagissent, ainsi que leurs mécènes, et au-delà de leurs mécènes, le Doge, qui doit se battre avec le pape, qui lui a bien l'intention de donner une vision politique à ce paradis, représenté dans une Venise républicaine, je dois le rappeler, qui s'opposait en permanence aux ordres donnés par le Vatican. Et on est juste après le Concile de Trente, moment où de guerre de religion entre les catholiques et les protestants. Donc ça a vraiment une notion très politique. Ce paradis prend une notion très politique. Alors ce livre vous a permis d'avoir plusieurs prix du premier roman, prix de l'Institut de France. C'était une surprise pour vous, Claire. C'était incroyable. En l'écrivant, je me demandais bien qui allait s'intéresser comme moi à un sujet aussi obscur. Et j'ai reçu un formidable accueil, d'abord des libraires, puis des critiques sur Instagram. Ce Instagram est juste un rêve d'auteur. Oui,
Parce que je pense que pendant quelques années, les auteurs n'ont plus eu le droit au courrier des lecteurs. Pendant des années, ils recevaient des lettres, puis la lettre est tombée en désuétude, et Instagram est né. Et donc, chaque jour, quand on publie un livre, et qu'il a eu la chance de plaire, comme le concours pour le paradis, je recevais des messages de gens qui étaient en train de lire le livre et qui me disaient « je ne le quitte pas ». Et ça fait un plaisir infini. Et donc oui, j'ai reçu ces prix. En plus, c'était un peu compliqué à ce moment de ma vie puisque j'habitais New York et qu'il fallait que je fasse des allers-retours permanents entre New York et Paris pour venir assurer une promotion à laquelle j'aurais pas songé, puisque quand j'ai gagné le prix du Parisien Week-end, c'était en partenariat avec l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier, qui était donc le parrain de ce prix littéraire. Et on m'a appelé à 6h du matin avec le décalage horaire à New York en me disant « T'as reçu le prix, on t'a pris un vol, tu pars à 17h, t'es là demain et tu enregistres chez Ruquier. » Donc j'avais l'impression d'être une rockstar, ce qui était assez sympathique. Voilà. Et ce n'est que le début, on va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 19 août 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Clélia Renucci. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Clélia Renucci, donc 19 août 2021, sorti chez Albin Michel de La Fabrique des Souvenirs, un roman, donc votre deuxième roman, puisque le premier a eu des prix, vous avez continué, et c'est un roman étonnant puisque le passé se mêle au présent, c'est un voyage dans le temps et dans la mémoire, c'est une histoire totalement surréaliste. Oui, j'ai voulu interroger dans ce roman la place grandissante que prend le virtuel dans nos vies. Et les notifications permanentes qu'on reçoit sur nos téléphones, qui viennent de l'application photo, de l'application Facebook, de l'application Instagram, de l'application TikTok, de l'application YouTube, qui nous enjoignent à nous souvenir de choses qui nous sont arrivées, d'événements que nous avons postés avec tel ou tel ami. Vous avez des souvenirs avec un tel, est-ce que vous voulez les repartager? Et je me suis dit, mais et si un jour on pouvait juste partager nos souvenirs, c'est-à-dire et si les scientifiques arrivaient, Elon Musk ou un autre, à télécharger la mémoire de l'un pour la transférer dans celle d'un autre. Et à partir de là, j'ai créé une société, cette fabrique qui fabrique ces souvenirs, que j'ai située dans les années 90, parce que j'avais pas du tout envie de faire un roman d'anticipation. D'abord, je suis pas particulièrement lectrice de science-fiction, et puis c'était pas mon thème. Ce que je voulais aborder, c'était vraiment ce virtuel et ce réel que nous vivons en ce moment, avec juste une option en plus, ce partage possible des souvenirs. Avec un casque qu'on a sur soi et qui permet de plonger dans les souvenirs. Exactement. Et ces souvenirs se vendent d'abord aux enchères physiques, dans les années 90, chez Christie's, chez Sotheby's. On peut aller acheter des souvenirs d'un dîner avec Dali, de rencontres surréalistes, de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, et aussi chez Drouot pour des souvenirs plus quotidiens, tel quartier de Paris, tel moment de la guerre, etc. Et ensuite, je fais évoluer l'application en fonction de l'évolution de notre monde contemporain. Donc on en arrive, évidemment, j'ai dit l'application, à une application, puisqu'on ne vit plus sans application, que j'ai appelée Mnemoflix. Mnemo comme la mémoire, et Flix comme Netflix, comme le flux des souvenirs. Et c'est drôle, il y a un financier qui a lu le livre, me disait, pendant cette période de confinement où justement on n'a plus pu vivre du tout, et où on était confinés, la culture nous manquait, on pouvait plus aller au spectacle. Si cette fabrique des souvenirs avait vraiment existé, si on avait vraiment pu vendre nos souvenirs, les souvenirs auraient valu plus cher que les bitcoins. Et il a complètement raison, en fait. On vient de vivre un moment où on ne se créait plus de souvenirs, ou en tout cas on se créait des souvenirs uniquement familiaux et non plus de partage, de rapport avec les autres. Alors, ces souvenirs, justement, les manuscrits, c'est de plus en plus important dans les ventes. On voit de plus en plus de manuscrits du passé. Il y a quelque temps, une page de Georges Brassens où il écrit à la main la supplique pour être enterré à Sète a été vendue 40 000 €. Mais le pauvre acheteur, il ne sait pas qu'en fait, Brassens, il reprenait à chaque fois ces textes, il les recopiait et qu'il doit y avoir 4-5 versions pour des copains de cette supplique. Mais en même temps, aujourd'hui, on recherche beaucoup de manuscrits. Et vous êtes parti d'un manuscrit d'une représentation de Phèdre à la Comédie Française pendant la guerre avec Marie Belle. Oui. Pourquoi ?
Je suis partie de cette représentation de Phèdre parce que, pour moi, le premier souvenir dans lequel allait s'immerger mon héros, Gabriel, c'est un jeune homme trentenaire, dilettante, qui est un homme de radio, qui travaille à la radio de l'Académie française et qui, pour le compte de l'Académie française, doit acheter le souvenir d'une représentation de Phèdre en 1942. Et pourquoi c'était important que ce soit Phèdre? C'est parce que c'est une espèce de mise en abîme, de fil rouge de toute l'intrigue de mon roman qui se fonde sur l'amour impossible, puisque mon héros va donc entrer dans le souvenir de quelqu'un qui l'a vendu. Il entre à la Comédie Française, on est en 42, on est en novembre, la France est occupée, il y a des drapeaux nazis, il y a des uniformes allemands, les statues de Corneille ont été remisées, il fait horriblement froid, on vit à l'heure berlinoise quand même, les spectacles à l'époque étaient à l'heure berlinoise, des interruptions de spectacle tout le temps, le couvre-feu, bon. Tout le monde est très couvert, et là, j'ai imaginé qu'il se retrouve 2 rangs derrière, une épaule nue, comme ça, qui fait comme un halo de lumière au milieu de ce désespoir, devant Phèdre elle-même désespérée de ne pouvoir aimer son Hippolyte chéri. Pendant l'écoute de ces vers, en fait, l'esprit de Gabriel, ce héros, va uniquement se focaliser sur la nuque de cette femme assise devant lui. Et ensuite, c'est en discutant avec ses amis qu'il va trouver la solution pour essayer de revoir cette femme qui vraiment l'obsède, envahit toutes ses pensées, et il va racheter des souvenirs de la même représentation jusqu'à essayer de la voir de face, d'entendre son prénom. Les joies du roman font que ceci pourrait être possible, et il apprend qu'elle s'appelle Oriane de Vancières, que c'est une violoncelliste qui était très célèbre dans les années 20 et 30 à Paris, qu'elle a joué dans des concerts, qu'elle faisait aussi des concerts pour la radio, pour Radiola, mais aussi qu'elle créait des musiques de films avec Marcel Carné, René Clair. Donc ça m'a permis de faire revivre tout ce Paris des années 30. Et là, mon plaisir de recherche est resté intact. Et je me suis plongée dans ce Paris des années 30 à travers cet amour proprement non réciproque et essentiellement non réciproque. Cette Oriane n'y peut rien, elle ne connaîtra pas Gabriel, mais Gabriel n'y peut rien non plus. Il est tombé fou amoureux d'elle. Voilà. Et heureusement, il est bien entouré pour se sortir de cette situation un petit peu périlleuse. Alors, il se trouve qu'effectivement, le point de départ, c'est Marie-Belle. Marie-Belle a une particularité, je ne sais pas si vous le saviez, elle ne disait jamais son âge. Et un jour, Jean-Claude Brialy a raconté qu'il est à un hôtel et on demande à Marie-Belle de remplir sa fiche d'hôtel avec la date de naissance. Il se penche en disant « Je vais enfin savoir quel âge elle a ». Et il a écrit nom, Belle, prénom Marie, né. Elle met oui. Et personne n'a jamais su son âge. Mais ce sont des personnages comme ça qui ont marqué une époque et qui vous passionnent au-delà de Balzac. Et c'est vrai que la musique, vous connaissez forcément, parce que je crois que vous avez un frère pianiste et que vous avez aussi plongé dans la musique. Oui, j'ai un frère pianiste. Donc toute mon enfance, j'ai passé à l'écouter du Beethoven et du Chopin. Et mes livres, d'ailleurs, je les écris. Je n'aime écouter... J'aime écouter de la musique classique naturellement, mais les morceaux que je connais bien grâce à mon frère, je n'aime les écouter jouer que par lui. Donc il m'a fait des enregistrements et comme ça, quand j'écris, je peux l'écouter, me jouer du Tchaïkovski ou du Beethoven et je travaille encore mieux. Et d'ailleurs, le Tchaïkovski est lié à un film qui a eu une vie très célèbre. Le film Le Concert de Reda Menanou, c'est un film magnifique. Et on voit Mélanie Laurent à la fin pleurer en jouant du violon. Elle a vraiment pleuré pendant le film. Il y a une émotion qui se dégage des musiques qui vous touche vous-même. Ah, mais qui me touche énormément moi-même. Pour écrire ce livre, comme j'avais plusieurs ambiances différentes, puisque je parle du Paris contemporain, du Paris des années 30, de San Francisco dans les années 80, de New York dans les années 2010. Je passais, volontairement bien sûr, en construisant mon roman, mais d'une époque à l'autre, d'une ville à l'autre, et j'ai vécu avec de la musique qui me portait, qui portait l'ambiance que je voulais donner à tel ou tel chapitre, à tel ou tel personnage. Ça faisait comme une couleur, pour moi, une harmonie, et les voix s'enlaçaient aux mesures des violoncelles. Pour Oriane, j'ai découvert énormément de morceaux de Schumann, de Bach, que je connaissais pas nécessairement, puisque j'ai plutôt une culture
de pianiste que de violoniste ou de violoncelliste. Et j'ai découvert énormément de morceaux, notamment grâce à mon frère qui m'a fait une playlist. Et oui, ça m'émeut énormément. Même petite fille, il paraît que je pouvais pas écouter de la musique. Quand on mettait de la musique, je pleurais. Ça procure une telle émotion immédiate que voilà. Alors, je réagis très fort. On découvre aussi dans ce livre un Stradivarius qui est très important, parce qu'on se pose des tas de questions aujourd'hui sur la naissance du Stradivarius. On fait encore des études, même à Saclay, et des chercheurs, des chimistes essaient de savoir quel est le secret du Stradivarius. On ne l'a jamais trouvé. C'est un instrument très particulier. On dit que c'est le vernis, mais c'est pas ça. Enfin, il y a un mystère du Stradivarius qui est à Grouchy. Et j'ai eu la chance, en travaillant sur ce livre, d'aller visiter le musée du violon à Crémone, où il y a les plus beaux Stradivarius qui existent. Enfin, il y a les plus beaux violons globalement. Il y a Castagneri, tous les autres maîtres luthiers, parce que vous savez, il y a une guerre entre il y a deux écoles de luthiers. Les luthiers, ce sont ceux qui façonnent les violons, qui les réparent. Et donc, il y a l'école de Mirecourt en France et l'école de Crémone, dont vient Stradivarius en Italie. Et bien sûr que c'est un mystère, mais c'est un mystère même la musique. Comment réussir à produire des sons aussi doux qui nous émeuvent à ce point, et comment un archet peut-il produire une sensation aussi forte à tant d'auditeurs? Alors, ce qui est clair aussi, c'est que la littéraire que vous êtes s'est penchée sur des recherches scientifiques, puisque vous vous interrogez sur la mémoire qui peut revenir grâce au lobe frontal gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Faites attention, là. Non, mais c'est vrai que je me suis documenté, j'ai lu des livres de scientifiques. Et là, je ne suis pas très scientifique moi-même, mais heureusement, j'ai un mari qui a fait des études, lui, scientifiques, donc il a pu un petit peu m'expliquer. Je ne me suis pas trop appesanti là-dessus pour ne pas prendre trop de risques, mais j'ai bien lu. Ce que j'ai écrit, c'est parce que je l'ai lu. Voilà. Et donc, c'est vérifié. Et c'est pour ça, paraît-il, que souvent c'est sous la douche ou pendant la nuit que les idées viennent, parce que la mémoire retravaille. Ouais. Et alors, il y a aussi une partie à Broadway que vous connaissez bien, oui. Et Broadway, c'est aussi un univers qui vous fascine. Ah bah là, oui, surtout en vivant 4 ans aux États-Unis, en allant de comédie musicale en spectacle et en pièces de théâtre. Ils ont des pièces de théâtre exceptionnelles à Broadway, jouées, hein, pas juste chanter. Pour écrire, donc je suis beaucoup allé aux comédies musicales, mais pas que pour écrire ça. Mais en revanche, j'ai vraiment pris des cours de ce qu'ils appellent là-bas du tap dance, de claquettes. Je suis allé pendant 1 an dans le West Village. C'est le quartier de New York que Woody Allen adore filmer avec les jolies petites maisons. Et je suis allé prendre des cours de claquettes en Amérique. Et pourquoi? Là, pour écrire mon livre, ouais. Puisque Rose joue des claquettes. Mon personnage. Oui, mais on n'est pas forcé d'apprendre les claquettes pour le raconter. C'était beaucoup plus amusant. Mais vous savez, on a oublié que finalement Broadway est né à Paris, puisqu'en 1910, Florence Ziegfeld vient à Paris, découvre les Folies Bergères où il y a les premières revues, et c'est comme ça que les premières revues ont commencé à Broadway. Ouais. C'est incroyable. Et l'univers de Broadway, vous le racontez avec la folie, une folie qui, malgré le confinement, enfin avant le confinement, était totale et beaucoup plus rare aujourd'hui. C'est vrai que c'est mythique. Mais c'est totalement mythique, et quand on y va, ça l'est toujours autant. Parce que comme tous les théâtres sont les uns à côté des autres sur 5 rues et 2 avenues, disons, la sortie du théâtre de Broadway existe toujours, et les salles sont pleines à craquer tous les soirs. Je n'ai jamais vu une salle vide, et les gens sont habillés, les gens sont heureux, et les spectacles sont hallucinants. D'ailleurs, on sait bien le faire, puisque nous, on a fait Les Misérables, que ça a été exporté aux États-Unis et que c'est un carton. Nous aussi, les Français, on est capables d'en créer des comédies musicales. Mais le plaisir des spectateurs est juste hallucinant. D'ailleurs, vous imaginez une comédie musicale sur Dalida, parce que personne n'y a songé. Elle a failli jouer Cléopâtre à la fin de sa vie. Malheureusement, elle nous a quittés. Là aussi, ce serait une bonne idée à creuser. Ah, mais je rêve de la créer, cette comédie musicale. J'en rêve depuis que Mamma Mia, vous vous souvenez, ce film fait à partir des chansons de ABBA, est sorti. En voyant ça, je me suis demandé, mais comment on l'adapterait en France? Tiens, Dalida. Et donc, enfin, j'ai pu matérialiser mon envie de comédie musicale à travers ce livre, où l'un de mes personnages, le frère de Gabriel, le héros, qui lui est un metteur en scène de théâtre au début très exigeant, qui ne se produit que sur des scènes berlinoises, londoniennes, parisiennes, se retrouve inopinément
à devoir créer cette comédie musicale à Broadway. Et j'ai bien aimé l'évolution de ce personnage. J'aime bien, d'ailleurs, évidemment, quand les personnages évoluent dans les romans. Et lui, qui était complètement rétif aux souvenirs, à l'application, à la modernité au début, se retrouve finalement l'un de ceux qui va aider Gabriel à se sortir de son obsession. Vous en parlez avec passion de tout ça. Merci. Donc je suis sûr que les lecteurs se passionneront aussi pour ce livre, La fabrique des souvenirs, chez Albin Michel. Et continuez comme ça, Claire Rinucci, parce que vous avez tellement d'idées qu'il ne faut surtout pas vous en priver. Merci Jacques Baptiste. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.